Dans les villages, il y a une nette amélioration. Ouattoulari, l'hôpital, est, disons, à un quart plein, alors qu'au début, il y avait beaucoup plus de marasmiques, beaucoup plus de cas frappants. Mais effectivement, il y a une nette amélioration. La vie reprend son cours ici, tranquillement. C'est un signe de progrès pour Timor. Il a été dit qu'à Timor, il y avait une victime sur 3 habitants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qui a dit un tel non-sens? Bien sûr, de toute manière, dans toutes les guerres civiles, il y a des victimes. Mais concernant ce qui s'est passé à Est-Timor, il n'y a jamais eu un tel nombre de victimes. Il n'y a pas de famine à Est-Timor, comme ça a été dit. Il y a de la malnutrition, comme il en existe un peu partout depuis la fin du colonialisme portugais. Et alors, pour ce qui concerne les difficultés que nous aurions fait aux anciens membres du Fretilin, c'est pas vrai. Depuis le d'Indonésie, même tous ceux qui ont été terroristes peuvent très bien venir ici à Timor. Le gouvernement leur donne toutes les facilités pour reconstruire et revivre. Déclaration sujette à caution car le vice-gouverneur est l'ancien chef du parti qui réclama l'intégration de Timor dans la République indonésienne. Mais le Fretilin sait bien que certains de ses membres ont trahi, à la longue. Il a quelqu'un qui a trahi, mais il a l'autre qui sont retournés à la Fretilin. Par exemple, l'ancien Apodeti, toutes les autres personnes, l'ancien DODT, etc. Et même les populations qui dans les temps des Portugais n'étaient pas de Fretilin. Dans ce moment, aujourd'hui, ils sont de Fretilin. Parce que toujours à Timor, nous avons dénoncé les Indonésiens comme un pays fasciste. Quelques soutien à la politique indonésienne, c'est mauvais pour le peuple timorien. Alors, aujourd'hui, on confirme tout cela. L'état-major extérieur du Fretilin semble rêver, coupé qu'il est de la réalité de Timor. Car il y a une chose que personne n'a encore jamais décrit ou raconté, puisque personne n'a pu aller à Timor, c'est l'occupation. Bien plus grave que la tuberculose ou la guerre. L'Indonésie détimorise, à fond, en s'attaquant d'abord à la prise en main paramilitaire de la jeunesse. Ici, les scouts, il y en a 12 000. Voici leur chef. Mon nom est Manu Sulam. Vous êtes le chef des scouts? Quelle est votre fonction exacte? Je suis dans la garde. Dans l'armée? Non, je suis le chef de la police. Renseignements pris, les chefs de patrouille sont... Chaque matin, les enfants doivent monter les couleurs indonésiennes. Et le 17 de chaque mois, jour anniversaire de l'intégration, la cérémonie est chantée.
Ces gens étaient dans la montagne avant? Oui, avant. Oui. Avant, c'est si étrangers ou nous-mêmes venus ici, ils envoient. Et mais maintenant, vous voyez, il peut changer. Et aussi le spirit national, entre lui, il y a deux. Oui. Vous voyez le chanson. Nous sommes libres maintenant, intégrés dans la République Indonésie. Et c'est une idée pour toujours. C'est la chanson. Oui, c'est Indonésie notre... Et avant, Voici ce que l'on apprend désormais aux enfants de Timor dans les écoles. L'instituteur que vous allez voir est un parachutiste. Il apprend aux enfants les 5 principes de la morale indonésienne. Premier, croyance en un Dieu unique. Humanisme juste et civilisé. Unité de l'Indonésie. Politique sage, guidée par les justes délibérations des représentants du peuple. Justice sociale pour le peuple indonésien. Voici les 5 principes. Le Pancasila, dans une autre école, mais chanté cette fois-ci. Pancasila dasar negara, rakyat taat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bebas. L'armée est partout, omniprésente. Rien ne se fait sans elle, sans son accord. Elle est là dans chaque village, chaque homme. Ici, c'est ce qu'on appelle la défense civile, l'équivalent de nos harkas recrutés parmi les pro-indonésiens. L'état-major ne cessant de répéter que la guerre est finie, on peut s'interroger sur le rôle des militaires. Je l'ai fait. On m'a répondu qu'ils aident les civils. J'ai demandé à voir. On m'a répondu que c'était prévu, que j'allais me rendre compte par moi-même. Dan a ordonné à ses hommes d'aller aider la population du village. Ils y vont pour chigner, visiblement peu habitués, faire ce que vous allez voir. Ils aident aussi à construire les routes, les maisons, m'a dit l'état-major. Alors nous sommes allés sur un autre chantier. Pas éreintant. J'ai demandé à l'état-major s'il faisait quelque action culturelle afin de protéger l'identité des Timorais. Bien sûr, nous allons vous montrer. L'armée aime le folklore, m'a-t-on dit, et elle le protège. Mais lorsque nos accompagnateurs, nous n'en avons jamais moins de 6, tournent le dos ou somnolent à l'ombre,
On se rend compte que l'armée ne se préoccupe pas seulement de folklore et qu'elle a très vite, tout naturellement, la menace à portée de la main. Mais lorsque nos accompagnateurs ne somnolent pas, il y en a ce matin-là beaucoup plus de 6, voilà ce qu'il arrive. J'ai en effet demandé à filmer les rapports entre l'armée et la population. Le chef de la police militaire, en blanc, assume avec le commandant, à la fourragère, la mise en scène. On place les gens, on place les enfants, on amène des civils, près des militaires. Le commandant semble satisfait. Le chef de la police me dit que je peux filmer. Monsieur le gouverneur, vous êtes né à Timor. Je voudrais savoir ce que vous ressentez dans votre nouvelle peau d'Indonésien. Est-ce que vous êtes mieux que si vous étiez indépendant? Est-ce que vous avez le sentiment d'être un traître à votre pays? Oh, je suis satisfait de l'intégration dans l'Indonésie et d'accord avec ce qui se passe actuellement à Timor. Nous avons toujours trouvé l'aide du gouvernement indonésien. Et je voudrais bien qu'il se passe dans les autres provinces ce qui se passe ici. Derrière lui, en civil, le colonel Max, le chef des services secrets indonésiens. Et il est vrai que l'Indonésie dépense beaucoup pour donner à Timor un semblant d'économie dont les Portugais s'étaient peu... Ce travail pour l'irrigation commencé l'année dernière, c'est-à-dire presque 6 mois jusqu'à maintenant. Le budget pour ce projet est donné par le président lui-même. Ce projet pour l'irrigation de hectares de rizières. On importe à grands frais des girofliers de Madagascar. Gratuitement. Les Indonésiens en mettent dans leur tabac, ce qui donne à la cigarette un goût de ragoût de mouton. C'est un cadeau du président de la République. Oui, pour aider la population. Le président Suharto donne beaucoup et veut que ça se sache. C'est fait. Vous ne seriez pas en train de faire du néocolonialisme? Non, je pense pas. Nous avions un dilemme. Si nous ne restaurions pas l'ordre, les gens nous auraient accusés. Vous regardez les amis timorais, les amis indonésiens, pour nous c'est la même chose, en train de se tuer. Et vous ne faites rien. C'est aussi mauvais. Il est en tout cas des détails que l'armée indonésienne ne s'apprête pas à quitter Timor. C'est ainsi qu'on construit des mosquées et qu'on agrandit celle de Dili, la capitale. Apparence, et pourtant, il n'y a pas de musulmans à Timor. Seuls les militaires indonésiens le sont. Les catholiques, 20%, sont suspects. Les nationalistes. Alors, on vous montre les églises restaurées, mais on ne vous dit pas que les prêtres ont été déplacés. 80% de la population, en fait, sont animistes. Une religion en contradiction avec le principe du Dieu unique de la morale indonésienne.
et qui se pratique dans un dialecte qui échappe aux Indonésiens. D'où une surveillance accrue de ces cérémonies venues du fond des âges. Ici, il s'agit d'une incantation à la déesse qui préside au regroupement des familles. C'est le seul signe évident de détresse que nous ayons perçu et qui semble avoir échappé à nos accompagnateurs. Il semble aujourd'hui rester une dizaine de milliers de soldats indonésiens, dont les officiers assument les responsabilités civiles timoraises, élus ou désignés, n'ayant à peu près comme droit que la fixation des horaires des marchés. C'est donc au commandant de l'armée que j'ai demandé la permission de filmer une leçon de gymnastique dans la cour d'une école, à Dili. Le lendemain, il m'avait réuni 3000 enfants, en uniforme, sur la place du gouvernement. Dans ce groupe d'enfants, un certain nombre semble en deuil, suffisamment nombreux pour que je pose la question. Non, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup des enfants sont yatim piatu, autrement dit orphelins. Mais il y en a quelques-uns. Mais ça ne veut pas dire que c'est à cause de la guerre que leur père est mort. Il y a toujours des... parce qu'ils ont peur de redescendre ici. Que faites-vous pour résoudre ce problème? Le gouvernement essaie de faire pour le mieux. Il envoie des membres d'une famille déjà descendue dans la montagne pour expliquer aux autres la réalité de la situation. Et beaucoup d'entre eux, après avoir reçu ces explications, descendent à leur tour afin de profiter de la nouvelle vie qu'on leur offre. Le système indonésien est simple et a fait ses preuves. Il s'agit de regrouper les populations de villages au bord des routes de la vallée sous le prétexte de mieux leur distribuer l'éducation, la nourriture, les soins médicaux. Il y a ainsi 100 sur le même type, dans des endroits déboisés qui rappellent étrangement les cités noires d'Afrique du Sud. Pour quitter ces villages, pour se déplacer, chacun doit donner à l'armée. Autorisation qui est accordée si la famille demeure au village, otage en quelque sorte, mais qui est la plupart du temps refusée. On ne se déplace pas au nord. En un an, l'armée a construit elle-même plus de 300 km de routes en pleine montagne, routes stratégiques au long desquelles sont alignées ces baraques. Pourquoi avez-vous fait une route ici? C'est pour faciliter et donner la communication plus facile et notre plus facile aussi le repas, comment ça s'appelle, l'éducation. Et ici c'est pour attirer l'attention de tribus isolées, pour vivre ensemble ici. Sous-entendu, pour mieux les contrôler. Pourquoi ne pas confier ce travail aux Timorais, ai-je demandé au commandant du génie? Cela leur assurerait du travail, un revenu. Réponse, cela coûterait trop cher.
Dans un instant, nos accompagnateurs vont se laisser piéger. Dili est la ville indonésienne. C'est là que descendent les ambassadeurs en visite et la plupart des rares journalistes invités à séjourner ici 2 ou 3 jours. Les rues y sont bitumées et les Indonésiens rappellent avec fierté que les Portugais ne leur ont laissé que 29 km de mauvaise piste. Les programmes de télévision, en couleur, procédé SECAM s'il vous plaît, arrivent de Jakarta par satellite. On peut se demander l'impact des publicités de lessive et de viande congelée et non sous-titrées dans un pays où la misère est le lot quotidien et où la terre est si peu fertile qu'elle en est réduite à ses os et à ses cendres. Dili n'est ni à feu ni à sang. On s'y ennuie comme dans un bourg de province, mais les commerçants chinois y sont revenus, signe incontestable de l'inexistence d'un risque quelconque. Les militaires en permission, les fonctionnaires indonésiens s'y distraient, comme ils le peuvent, sous les affiches de recrutement. Car l'Indonésie recrute. 2 bataillons timorais sont déjà à l'entraînement, après une sélection physique assez tolérante, comme on peut en juger. Il reste 200 Portugais à Timor. Ils rentreraient bien à Lisbonne, mais ils n'ont pas d'argent. Alors ils travaillent pour les Indonésiens, il faut bien vivre. La police s'en méfie, on ne sait jamais. On n'a pas voulu que j'en interviewe. Aucun intérêt, m'a-t-on dit. Ils ont la nostalgie de la colonie et ils boivent. Alors ai-je demandé qu'est-ce que je peux filmer d'intéressant, a dit. Levez-vous à 5 heures, m'a-t-on dit, et regardez. Demain matin, toute la ville va faire du jogging. Et c'était vrai. On voit très bien que tous ces gens, y compris le vice-gouverneur que vous avez reconnu, ont l'habitude de se lever à 5 heures pour faire le jogging. Il paraît qu'un commandant de l'armée en veut même à FR3 de l'avoir fait lever si tôt avec sa compagnie. Intégrer Timor n'est pas un vieux rêve indonésien. Non, pas jamais. Comme je l'ai dit, non, ça n'a jamais été notre souhait d'intégrer Timor. Voilà la réalité de Timor. Elle est beaucoup plus grave que s'il y avait réellement 200 000 morts. Seulement, les Timorais ne sont ni des victimes du monde libre menacé par l'hégémonie, ni celles du monde socialiste menacé par des visées impérialistes. Alors elles peuvent demeurer en paix dans leur goulag.